Emmanuel Boutrin, bonsoir. Le congrès du SNRL édition 2014 vient de s'achever après 3 jours de débats et de tables rondes. Quel bilan en tirez-vous ? Regardez, d'abord, 3 lieux symboliques pour ce congrès des radios associatives. D'abord, je salue vos auditrices et vos auditeurs qui écoutent votre radio et qui, je l'espère, découvrent toute la richesse et la diversité de l'information et de l'expression culturelle de votre territoire. Je pense que ça, c'est essentiel. 3 lieux symboliques pour ce congrès des radios associatives, c'est d'abord l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale n'est pas n'importe où, à l'hôtel de la Questure, un monument historique, où nous avons été accueillis par l'une des députées les plus prestigieuses, puisqu'il s'agit d'un questeur de l'Assemblée nationale, et soirée au cours de laquelle est venu notamment, mais pas seulement, le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Donc un lieu symbolique, une présence symbolique, par la venue d'Olivier Schrammeck, qui est, selon moi, un véritable ministre de l'audiovisuel. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel aujourd'hui, c'est le garant de la diversité. Et je crois qu'on peut dire aux auditrices et aux auditeurs que le Conseil supérieur de l'audiovisuel, c'est avant tout grâce à lui que les radios que l'on peut écouter, dans leur diversité d'ailleurs, quelle qu'elle soit, associative, commerciale. L'important, ce n'est pas pour une auditrice, pour un auditeur, c'est d'abord la qualité de l'information, c'est d'abord la diversité culturelle, c'est d'avoir envie d'écouter et la possibilité d'écouter ce que l'on souhaite. Et ça, c'est fondamental et seules les radios locales peuvent l'offrir, mais sans omettre, bien évidemment, les réseaux nationaux, les réseaux commerciaux qu'on connaît tous, ou les grandes radios commerciales qui, bien entendu, elles aussi, ont une fonction essentielle dans l'exercice de la démocratie, tout simplement, de notre pays et dans la liberté d'information. Revenons aux radios locales. Premier événement donc de ce congrès, son positionnement à l'Assemblée nationale pour sa soirée d'ouverture, avec des personnalités prestigieuses, avec également des personnalités très fortes en couleur, que certains connaissent certainement parmi vos auditrices et vos auditeurs, tel le député Lassalle, ce député qui faisait cette espèce de longue marche à pied, sur tous les territoires, pour promouvoir justement la diversité des territoires et l'ancrage que les élus doivent avoir. Personnalité incroyable, mais finalement, c'est aussi une symbolique, sa présence est aussi une symbolique, c'est que nous sommes pour l'ancrage territorial de l'information, comme il y a certains élus, trop peu nombreux peut-être, qui ont aussi cette conception conviviale d'abord, et ensuite politique d'une fonction de représentation des territoires au sein de l'Assemblée nationale et auprès des services de l'État. Deuxième moment fort, c'est le deuxième jour de congrès à Radio France. Alors le groupe Radio France, les auditrices et les auditeurs y sont certainement très attachés parce que quel auditeur d'une radio locale n'écoute pas à un moment ou un autre dans la journée France Inter ou France Bleu, pourquoi pas, ou France Culture ou France Musique, parfois le Move pour ceux qui peuvent l'écouter. Parce que je suis sûr qu'il y a une complémentarité dans l'écoute des auditrices et des auditeurs. Eh bien, pour la première fois dans l'histoire de la radiodiffusion privée, je ne parle pas de la radiodiffusion associative, pour la première fois où il existe, depuis qu'il existe, des radios privées dans ce pays, c'est-à-dire depuis 1981, une réunion, ici c'est un congrès, d'une organisation professionnelle de radio privée, ici ce sont les radios associatives, c'est le SNRL, est accueillie à la Maison Ronde, cette fameuse maison qui vient d'être rénovée, et qui finalement est le symbole de l'accueil que pouvait nous faire le service public. C'est un grand honneur qui a été fait, pas au SNRL seulement, à toutes les radios associatives. Ça veut dire que nous avons signé une convention, une charte de bonne conduite, pour atténuer les effets concurrentiels sur les territoires entre France Bleu et les radios associatives, parce qu'il y avait et il y a toujours
des difficultés dans la promotion de certains événements locaux. Les auditrices et les auditeurs le savent, parce que quand elles voient un calicot de France Bleu sur un concert, elles ne voient pas celui de leur radio associative préférée. Donc il y a un souci. Et justement, nous avons, il y a 2 ans, signé, nous, Syndicat national des radios libres, une charte de bonne entente avec France Bleu, que nous avons mis 6 mois, c'est pas un travail facile, hein. Nous avons mis 6 mois à élaborer, et puis après 6 mois à rédiger, enfin tout ça c'est long, c'est un travail long tout ça. Eh bien, après cette signature de charte de bonne entente, nous avons aujourd'hui la reconnaissance du président de Radio France, du nouveau président, Mathieu Gallet, qui a autorisé, qui nous a accueillis dans cette enceinte très symbolique. Le 3e moment fort, c'est d'avoir accueilli pour le 3e jour le congrès du syndicat national des radios libres, donc les radios associatives, à la maison de la SACEM, aux marges de Paris, c'est à Neuilly-sur-Seine. La SACEM, qu'est-ce que c'est ? La SACEM, c'est tout simplement ce qui permet aux radios de diffuser, en contrepartie du paiement d'une redevance, tous les titres que peuvent entendre les auditrices et les auditeurs de la radio. Alors, c'est une source, vous savez, nous sommes des associations, mais avant tout, nous sommes des entreprises. Et quand on nous prend de l'argent pour payer quelque chose, c'est comme quand on achète, on n'est pas content parce que des fois, on trouve que c'est injuste. Et c'est parfois injuste. Il y a, entre certains médias, dont nous, audiovisuels, il y a en effet, avec la SACEM, des ajustements que nous estimons nécessaires pour continuer notre mission de diversité culturelle, c'est-à-dire continuer auprès des auditrices et des auditeurs de votre radio à pouvoir diffuser la musique qu'ils aiment et à leur faire découvrir des nouveaux talents. Et ce n'est pas toujours facile, parce que c'est vrai, ce que ne savent pas vos auditrices et vos auditeurs, c'est que les radios payent une redevance pour qu'ils puissent écouter, eux, librement et gratuitement la musique. Mais, comme il faut bien gagner de l'argent pour vivre, eh bien, les auteurs, les compositeurs et les interprètes de notre pays se font rémunérer par cette société d'auteurs qui est la SACEM. Et ce positionnement de notre congrès à la SACEM, c'est une reconnaissance essentielle de notre travail par les sociétés d'auteurs, compositeurs, interprètes et artistes, du rôle des radios associatives, du rôle de votre radio, de la qualité d'écoute également que vous offrez aux auditeurs par les auteurs. Et ce sont les auteurs, les compositeurs et les interprètes qui nous ont accueillis dans cette maison, et je crois que c'est une forte dimension symbolique. Ça veut dire que aujourd'hui, nous sommes parmi les médias audiovisuels qui ne vont plus travailler sur le mode qu'est-ce que je dois payer pour diffuser de la musique, qu'est-ce que je peux éviter de payer, mais nous allons faire évoluer les dispositifs au bénéfice des auditeurs, au bénéfice des radios et au bénéfice des auteurs qui ont droit à une rémunération. Et il y a un sujet qui a été abordé dans ce 10e congrès, ainsi que les autres années, c'est la radio numérique terrestre. Donc évidemment, on se pose la question, c'est pour quand, avec quels moyens et quel avenir pour les petites radios ? C'est un débat très important. Toutes les auditrices et les auditeurs qui nous écoutent savent ce que c'est aujourd'hui que la télévision numérique terrestre. C'est une qualité d'image supérieure, c'est arrivé avec l'arrivée des écrans plats et des écrans à forte résolution, une qualité d'image intéressante, une qualité de son améliorée et une offre diversifiée de chaînes. On est passé de 3, 4 ou 5 chaînes à 18, 19, 20 ou 25 chaînes gratuites dans certaines zones. Eh bien, pour faire une analogie, la radio numérique terrestre, c'est la même chose. Une augmentation de la qualité d'écoute, une augmentation de la couverture des zones géographiques sur lesquelles la radio peut diffuser, et également une plus grande diversité. Pourquoi ? La bande FM est saturée, puis elle n'est pas facile à gérer non plus, cette bande FM. Vous voyez très bien d'ailleurs quand vous arrivez dans certaines zones, certains auditeurs s'en aperçoivent, ça crachote en voiture, et puis on perd la radio, puis on la rattrape, puis finalement au bout d'un moment on la perd totalement. La radio numérique, c'est pas ça, la zone sera claire, élargie déjà, claire, on écoutera bien jusqu'au bout, et il y a un moment, puisque ce sont des zones territoriales, où en effet cette radio ne sera plus
écouter, mais sur une zone élargie, l'auditeur et l'auditrice pourra bénéficier d'une écoute de très grand confort. Et cerise sur le gâteau, la radio numérique terrestre permet des petites choses qui aujourd'hui sont à la mode dans nos habitudes d'écoute et notamment de nos enfants. C'est le replay, le podcasting, pouvoir rattraper une émission qu'on n'a pas pu entendre quand on veut, gratuitement, puisque la radio reste, chez nous en tout cas, gratuite. Donc nous croyons fortement à la radio numérique terrestre. Lors de ce congrès, le syndicat a modifié ses statuts en donnant la possibilité aux web radios d'adhérer au SNRL. Pourquoi une telle décision de la part d'un organisme qui milite surtout pour la RNT ? Eh bien parce qu'on s'est aperçu que les web radios, tout du moins celles qui avaient une existence réelle, qui faisaient un travail sérieux sur le terrain, et il y en a quelques dizaines dans notre pays, ont d'abord toqué la porte à notre organisation professionnelle. Elles se sont dit, on n'est pas bien représenté, on ne nous connaît pas, on fait n'importe quoi. Il y a une organisation professionnelle qui se bat pour l'accès aux fréquences auprès du Conseil supérieur de l'audiovisuel des éditeurs sur les territoires. Alors nous, face à cette demande, on s'est dit, mais est-ce qu'il faut les laisser à la porte ou est-ce qu'il faut les intégrer ? Est-ce qu'il faut aller créer non pas du conflit, mais des incompréhensions, ou est-ce qu'il faut travailler ensemble ? Eh bien, nous avons pris parti, comme d'ailleurs dans toute notre action, de la deuxième solution, comprendre et travailler ensemble, au bénéfice de chacun. Alors c'est vrai que il y aura plus d'éditeurs de radiodiffusion, mais tout à fait naturellement, dans les deux termes, vous avez finalement la question numérique. Eh bien, les web radios, elles sont, parce que c'est dans leur ADN finalement, sont des petites entreprises et c'est dans leur ADN. Eh bien, eux, qu'est-ce qu'ils voient ? Ils voient qu'il y a des radios qui ne veulent pas basculer sur la radio numérique terrestre. Nous, on veut, c'est ce qu'ils disent, c'est ce qu'ils nous disent. Nous, on veut y aller avec vous. Eh bien écoutez, tout va bien dans le meilleur des mondes. Ils iront avec nous et nous les aiderons à obtenir des fréquences en radio numérique terrestre au plus grand bénéfice des auditrices et des auditeurs. Pourquoi ? Tout simplement parce que les web radios ont appris dans leur marginalité, j'allais dire, une certaine marginalité, à construire, pour certaines d'entre elles, pas pour toutes, faut pas non plus, on ne fait pas sa radio, web radio, dans sa baignoire. Je sais qu'aujourd'hui, un type bénévole qui est par ailleurs pêcheur à la ligne, il peut faire une 30 minutes par jour, il peut construire sa web radio. Ce n'est pas du tout de ça dont je parle. Je parle des vraies équipes qui savent travailler avec les acteurs sur les territoires, avec les citoyens, avec les entreprises et les associations, avec les acteurs culturels, avec les lieux culturels. Ce sont des équipes et des entreprises qui aujourd'hui ont vocation à avoir une diffusion beaucoup plus libre, gratuite, anonyme. Et je pense qu'elles peuvent enrichir le paysage radiophonique et je pense que c'est au bénéfice des auditrices et des auditeurs. Est-ce que le SNRL, donc on a compris, on va un jour ou l'autre arriver à la radio nationale numérique terrestre, quels seront les moyens pour les radios, justement, pour passer ce cap, pour passer du FM au numérique? Il y a quelques inquiétudes dans les radios, ça va coûter cher, il y a beaucoup de pression, on va dire. D'abord, ça va pas coûter cher. Ça coûte un peu d'argent. Ça coûte un petit peu d'argent, mais d'abord, ça va je rassure les auditrices, c'est pas eux qui vont payer. Les auditrices et les auditeurs, c'est eux, ils vont acheter un poste récepteur et vont renouveler leur parc de récepteurs. C'est pas une mauvaise chose parce qu'il y en a qui datent de l'an 40 dans les salles de bain. On va acheter enfin un poste avec lequel on va pouvoir écouter la radio de manière extraordinaire. Et ces postes, ça commence à 20 €. Donc il ne faut pas les prix d'appel, les prix de base, qui sont d'une excellente qualité, coûtent 20, 25 ou 30 €. Donc c'est quelque chose d'accessible. Dans certaines voitures, notamment chez Peugeot, déjà les postes sont installés. Donc il suffit de peu de choses. Bien, ça c'est le premier élément. Alors, bien sûr, quand une entreprise, un média, est confrontée à une évolution, ça coûte toujours un petit peu d'argent. Mais nous, on n'a pas peur et je voudrais donner aux auditrices et aux auditeurs un simple exemple. Quand la radio libre a commencé en 1900, d'abord un petit peu avant, il y avait les radios pirates. Puis en 1981, qu'est-ce qu'il y avait comme financement ? Il n'y avait rien. Il y avait de l'huile de coude, c'est-à-dire, et puis du temps passé pour la parole, pour traiter l'information, pour aller chercher à nos frais des disques à Londres de rock et pour les rediffuser sur les antennes des radios. Il y avait des émetteurs brinque-ballants
qui coûtait cher, qu'il fallait aller acheter en Italie. Ça faisait peur à personne, cet investissement. Alors pourquoi aujourd'hui, dès qu'on parle de mutation d'un média ou de changement, on parle tout de suite d'argent? Je pense que nous, il ne faut pas prendre le problème. Alors, les gens qui parlent d'argent sont des gens qui souvent gagnent énormément d'argent. C'est vachement étonnant quand même. C'est vrai qu'aujourd'hui, et je le regrette, mais ça va changer, croyez-moi. Les grandes radios que connaissent les auditrices et auditeurs, Europe 1, RTL, RMC, un petit peu Radio France qui se tâte, c'est vrai, ils n'ont pas envie d'aller en RNT. Pourquoi? Ça bouscule leurs habitudes. Ils n'ont pas envie d'investir. Ils pensent que ça va leur coûter. Ils disent que ça va leur coûter très cher. Quand quelqu'un qui gagne des centaines de millions d'euros dit « Oh, ça, j'y vais pas parce que ça va me coûter très très cher », souvent c'est qu'il a déjà la solution ou qu'il veut obtenir quelque chose en compensation. C'est ça, tout simplement. C'est pas grave, c'est légitime. Ben, vous allez voir qu'un jour, les grandes radios vont également venir sur la radio numérique terrestre. En tout cas, on l'espère. Parce que si jamais ce n'était pas le cas, je peux vous dire une chose, c'est que la radio n'arrivera pas à faire une mutation qui est nécessaire en termes de diversité, en termes de qualité sonore. Et que nous allons perdre nos auditrices et nos auditeurs, vous qui nous écoutez, nous allons finir par se perdre les uns et les autres, et on se retrouvera sur quoi? Sur des radios sur Internet qui seront fabriquées où? En Californie? Non, c'est pas ça qu'on veut. On ne veut pas ça. On veut que les territoires gardent leur radio, que les auditeurs gardent leur radio locale, et c'est ça qui est important. Et nous savons que nous pouvons le faire en faisant évoluer tout doucement nos médias. Attention, les auditrices et les auditeurs ne vont pas perdre leur fréquence habituelle de radio. En FM, ça a été une grande révolution il y a 30 ans. On n'est pas là pour l'éteindre. Ce n'est pas à l'ordre du jour. Par contre, on est là pour le faire évoluer. On peut le faire évoluer sans préjudice pour la FM, en faisant prendre conscience à tous, à nous, aux auditrices et aux auditeurs, qu'il y a un média qui est le même d'ailleurs, c'est vous, qui diffuse avec une plus grande qualité, une richesse sonore, avec des données associées, des possibilités de podcasting, de richesse, éventuellement même d'affichage d'images. Bien écoutez, c'est ça que nous croyons à cet avenir. Nous croyons à cet avenir et nous ne croyons pas dans la sclérose. Voilà. Et c'est ça que j'aimerais donner comme signal. Et ce congrès, ça a été un petit peu ce signal. Pourquoi? Parce que nous avons eu des acteurs, y compris qui freinent un petit peu la radio numérique terrestre, qui sont venus au congrès. Nous avons été accueillis par Radio France, qui aujourd'hui, pour le moment en tout cas, a fait le choix de ne pas faire muter la radio sur la radio numérique terrestre. Eh bien, quand même, c'est un signal extraordinaire. Ils nous accueillent, ils sont là, ils parlent et ils disent que finalement, ils sont d'accord avec nous, on attend juste le bon moment. Eh bien, attendons le bon moment, faisons un compromis raisonnable et toutes les entreprises médias de radiodiffusion de ce pays pourront aller tranquillement sur la radio numérique terrestre au bénéfice des auditrices et des auditeurs. Ça coûtera un peu d'argent, mais ça coûtera moins cher, je peux vous le dire, que la diffusion traditionnelle en FM. Une petite question, Cité Radio en Touraine, est-ce qu'on peut parler de l'expérimentation qui a été faite sur Paris, et on peut parler peut-être d'un coût qui a été, puisqu'il y a des radios associatives sur Paris qui diffusent en RNT? Bien sûr qu'on peut en parler, mais d'accord, on ne va pas assommer de chiffres vos auditrices et vos auditeurs. Le coût est très simple. Une radio qui veut diffuser sur Paris avec le système que nous avons mis en place pour la diffusion, c'est-à-dire la création d'une entreprise, d'une société coopérative d'intérêt collectif, coûte aujourd'hui 350 €. On va bientôt passer à 450 € parce qu'il faut prévoir les investissements d'avenir, vous voyez. Mais ça veut dire qu'on peut inventer des systèmes extrêmement performants, extrêmement modernes de diffusion en collaboration avec les collectivités territoriales pour un coût extrêmement réduit. Alors les gens, y compris parmi les radios locales qui disent qu'il va y en avoir pour 1 000 ou 2 000 €, on dit non, ça dépend des modèles que vous mettez en place, ça dépend de la collaboration que vous faites avec les collectivités territoriales. Je sais que c'est difficile de convaincre les uns et les autres, mais il faut le faire. C'est aussi ça la magie de notre métier dans la radio. C'est savoir convaincre les partenaires, convaincre de notre utilité, et puis convaincre aussi les auditrices et les auditeurs de nous suivre. Mais ça,
Je sais, on le fait très bien. On a l'habitude de convaincre. C'est notre métier, convaincre. Tous les jours, c'est notre métier. Pour la diffusion de la qualité et de la diversité culturelle, pour la diffusion des informations, on ne fait que convaincre. Eh bien, on va convaincre les entreprises de ce pays, les pouvoirs publics de ce pays, de faire muter cette radio vers une radio numérique qui signera la modernisation de ce média. Est-ce que vous pensez que le grand public est régulièrement informé de ce basculement de la FM vers la radio numérique terrestre ? Absolument pas, et on le regrette. Le premier responsable, vous le savez, c'est le gouvernement. C'est pas le législateur, en revanche. C'est le gouvernement. Le législateur a fait son boulot. La radio numérique terrestre, c'est dans la loi depuis 2004. Et ça a été renforcé en 2007. Simplement, personne n'a mis en place cette évolution. Alors qu'il suffisait d'une petite pichenette, d'un signal. Et en plus, tout est prévu dans la loi. Normalement, les fabricants d'autoradio et de radio ont l'obligation, à partir d'un certain seuil, de fabriquer des radios qui permettent de capter la radio numérique terrestre. Vous en avez vu, vous, beaucoup dans les magasins de ces trucs-là ? Non. Parce qu'il n'y a pas eu de signal, parce qu'il n'y a pas d'application de la loi, parce qu'il n'y a pas un décret d'application en disant on veut... Alors, je vais vous donner un exemple. La Finlande et la Norvège ont décidé, depuis maintenant 1 an, d'obliger les importateurs et les fabricants, en Finlande il y a Nokia, hein, les importateurs et les fabricants d'installer un dispositif dans chaque transistor et dans chaque autoradio qui permettent de capter la radio numérique terrestre. À partir du moment où il y a un État, c'est-à-dire un gouvernement qui prend cette décision, c'est ça ce qu'on appelle la volonté politique, eh bien tout marche bien. Alors je ne dis pas que tout se passe parfaitement bien, les gens y râlent, bien sûr un fabricant il va râler parce que ça va lui coûter, vous savez combien ? 1 euro de plus pour installer une puce qui va permettre de mettre la... Puis il va devoir fabriquer des haut-parleurs d'un peu plus grande qualité, voilà. Alors, et puis il ne veut pas augmenter ses prix parce qu'il veut rester, je ne sais pas, à 9 ou 10 ou 15 euros pour les tout petits transistors. À quoi ça sert tout ça ? Ou pour les radios réveil ? Mais c'est fini. Aujourd'hui, c'est fini. Un auditeur ne veut plus écouter toute la journée la radio sur un radio réveil. Il y a besoin d'une certaine qualité. Eh bien, s'il faut mettre 20 euros ou 25 euros, ou si on veut, on a le plaisir d'écouter des concerts de musique classique, on mettra un peu plus pour les passionnés. Et puis, tout ira pour le mieux. L'important, c'est qu'il y ait une volonté politique. Cette volonté politique, elle passe, vous le savez, dans tous les pays du monde d'ailleurs, elle passe par... alors ça, c'est incroyable parce que on parle toujours de liberté, de liberté, de liberté. Moi, j'appelle ça un peu des injonctions paradoxales. C'est-à-dire que pour accéder à la diversité culturelle, à la liberté d'information, à l'augmentation de l'offre dans les médias, il faut passer par un peu de contraintes. Cette contrainte, c'est justement ça. C'est qu'il y ait des décrets. C'est comme ce qu'on appelle, tous les auditrices et auditeurs connaissent la fonction des normes dans différents pays. On met une norme, c'est pour obliger à ce que les fabricants fabriquent d'une certaine façon et pas d'une autre façon. C'est pour protéger un marché national ou pour conquérir un marché international. C'est la même chose dans nos métiers. C'est-à-dire qu'en effet, il faut un moment que le gouvernement dise « stop, maintenant ça suffit, on veut qu'il y ait des puces, on appelle ça dans le jargon des chipsets, qui permettent de capter la radio numérique terrestre. » Autre chose, est-ce que le public est assez informé ? Ben non. Qu'est-ce qui s'est passé avec la TNT ? Le président Chirac a développé 120 millions d'euros, c'est pas grand-chose, hein, 120 millions, mais c'est déjà pas mal, pour un fonds d'aide à la numérisation de la télévision qui faisait la chose suivante. C'est-à-dire il y a même eu des gens, on a payé des gens qui ont été, en milieu rural notamment, qui ont été convaincre les gens, achetez-vous un adaptateur TNT ou changez de télévision. Alors les gens râlent, hein, personne n'a envie d'acheter un adaptateur TNT, qui coûtait d'ailleurs très peu cher, hein, parce qu'il était payé en partie par ces 120 millions. Ou racheter. Alors les gens ont préféré, d'ailleurs je crois qu'on l'a tous fait, et parmi vos auditrices et vos auditeurs, on l'a tous fait. On a finalement franchi le pas, on a investi entre 300 et 600 euros pour acheter ces fameuses télévisions. Ça a été une révolution. Vous savez combien ça a créé d'emplois, cette télévision numérique terrestre, dans les entreprises de fabrication des téléviseurs ? Ça a permis de maintenir la création de 30 000 emplois. Bah oui, on a tous fait l'effort, tous, je dis bien tous les foyers français ont fait progressivement sur 2 ou 3 ans l'effort de dire on va arrêter ces gros téléviseurs, vous savez, hein, avec des lampes derrière, et on va... Est-ce qu'on en est mécontent de ces trucs-là ? Est-ce qu'on est mécontent de la télévision numérique terrestre ? Non. Pourquoi ? Parce qu'à un moment, il y a une volonté politique. Le président Chirac a injecté 120 millions, et il y a eu obligation d'intégrer la réception TNT dans tous les téléviseurs. Obligation. Sinon, on n'avait pas le droit de vendre un téléviseur. Pourquoi on ne fait pas la même chose pour la radio numérique terrestre, hein ? Pourquoi ? Je pose la question.
alors que c'est la modernisation du média. Il y aurait des créations d'emplois du seul fait de la diversité. Il y aurait des créations d'emplois parce qu'il y aurait une appétence du public et de nous tous pour acheter de nouveaux récepteurs. Et encore, ça ne coûte pas comme un téléviseur, hein. Je vous rassure tout de suite, ça n'a rien à voir. Mais il y aurait une appétence. Ça crée de l'activité économique, ça crée de l'activité pour tout le monde. Pourquoi s'interdire dans ce pays de créer de l'activité économique ? Moi, je pose la question, et les radios associatives, le congrès du SNRL pose cette question. C'est maintenant inadmissible, il faut y aller.